KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. L'air rusé, familier et sordide dont elle parlait à la mère Rambaud s'accordait mal à ce formalisme pincé qu'elle n'employait que pour eux. Elle s'en alla, marge grotesque, sous la grande frise de la mort. L'on put entendre de très loin battre la porte de la rue. Vint pour sa mère le moment des remèdes et du lait. Il prépara le feu de la nuit, assujettit l'ouverture de la fenêtre, fixa l'écran de la veilleuse. Comme il l'embrassait, en l'effleurant, à la manière de Christine, il entendait quelques mots bredouillés. Dire à Christine de ne pas oublier pour demain. Il s'agissait d'une des occupations périodiques de leur petit ménage, du temps que bébé allait bien. Il fallait que Christine dise combien de minutes elle voulait faire cuire la bouillie parce que les autres mots furent insaisissables. C'était la première fois qu'il constatait ce commencement de délire. Un sentiment de culpabilité, un amer reproche recommença dans son cœur. Pauvre négligé. Christine tout à l'autre douleur, lui visité de brûlants désespoirs, aucun totalement à elle, pendant le peu de jours où il l'avait encore. Il la regarda respirer. La disposition de la veilleuse l'enveloppait d'une ombre dont on ne voyait sortir que le nez et les attaches du bonnet de nuit gonflant sous le menton. Christine n'avait pas quitté le berceau. La mère Rambaud les trouva là, leur apporta 2 bols de potage, les posa sur la table auprès d'eux. « Il faudrait bien que madame mange un peu, dit-elle à Augustin. Il est tard, voyez-vous. Elle ne pourra pas rester comme ça sans manger. » Elle parlait d'une voix basse, pleine de peine, de pitié, et de la notion nette des irréductibles choses matérielles, plus fortes que les souffrances. Elle s'en fut avec une douceur lourde et sans bruit. La fumée du potage sentait une honnête odeur de navets, d'oignons et de pommes de terre. Comme il lui conseillait de manger et de se reposer, Christine lui fit signe que non. « Vois-tu, en ce moment, je l'ai encore à moi. Je puis le regarder encore. Laisse-moi. Je te réveillerai peut-être bientôt. » Il lui porta cependant aux lèvres le bol de bouillon, qu'elle but. Couché, ivre de fatigue, sa chambre lui parut extrêmement froide et déserte. Il prit juste le temps de monter sa montre. Abandonné à l'oreiller, sa tête commença, comme d'habitude, de sentir des piqûres intérieures qui cette fois ne diminuèrent pas. Il retrouvait les insomnies nerveuses d'autrefois. 2 fortes cuillerées de valériane lui firent, au bout de 3/4 d'heure, perdre le contact des draps. Il savoura l'enveloppement d'un écrasant repos. Les grandes ailes noires qui l'opprimaient se déprirent de lui. Augustin écarte maintenant de molles barrières pour retrouver la présence de sa sœur. Non pas Christine, mais son autre sœur, Suzanne, partie pour la Chine, il y avait bien longtemps. Il se sent une certaine vigueur reposée. Il nage dans des eaux presque blanches, sous une curieuse voûte blanche, et il rêve qu'il rêve, et qu'il a déjà vu de pareilles choses en rêve. Il bat ces eaux blanches d'un effort graduellement inutile, car elles cèdent, changent de nature, deviennent aériennes et entrent comme toute chose dans la grande remise en place des fins de songe. Les rideaux, revenus du néant, bordent son lit, comme tous les matins. Seule persiste cette lueur blanche qui tombe d'un plafond curieusement lumineux et mat. Augustin se lève, gagne la fenêtre. Tous les jardins sont sous la neige, une neige précoce de la mi-octobre, tombée toute la nuit. Il a dormi comme une masse, 6 heures de suite. Des arbres isolés, d'autres en bouquets, percent le blanc absolu des neiges,
Ils en soulèvent des lambeaux qu'ils portent sur leurs épaules, manteaux splendides et guenilleux, seul incident sur la molle étendue immaculée. Le ciel gris-jaune ne compte plus. Toute lumière est ramenée au sol, captée et absorbée par la neige. D'instinct, Augustin cherche sous les arbres les ombres bleutées spéciales au pays de neige. Mais il n'en voit pas. Seuls, aux moyennes distances, des points privilégiés, des paillettes éblouissantes, d'une petitesse atomique, ressemblent à des rugosités de la lumière. La grande douleur s'est réveillée plus tard que lui de quelques minutes. Et c'est devant ce spectacle qu'elle le rejoint. Christine devait l'appeler pendant la nuit. Que s'est-il passé derrière ces portes puisqu'elle n'est pas venue ? Son cœur se contracte sous cette mystérieuse poigne dure dont il a maintenant l'habitude, pendant que l'eau glacée lui brûle le visage, lui engourdit les mains sur le linge. À pas lents, confus de sa bonne nuit, Augustin s'approche de Christine, affaissée contre le berceau. La lampe à pétrole, à demi remplie la veille au soir, se trouve maintenant presque pleine. On a dû pendant la nuit la renouveler. Il a fallu remuer, ouvrir des portes. Rien de tout cela n'est venu jusqu'à lui. Comment va l'enfant ? Toujours de même, provisoirement laissé de ce côté-ci de la vie, on ne sait pourquoi ni pour combien de temps. Christine s'explique de cette même voix basse, comme s'il y avait dans la chambre quelqu'un à ne pas réveiller. Je ne fais rien. J'essuie sa sueur. J'humecte ses petites lèvres. Et il peut passer dans 1 heure, une demi-heure. Je reste près de lui. Mais il ne passa pas. On revit recommencer l'horrible insipidité du jour. La grosse Marie monta le lait, le bois, l'eau. La seule différence fut l'insolite raclement de ses sabots pleins de neige. Quand elle parut dans l'encadrement de la porte, ses grands bras désœuvrés, conservant la courbure dont il portait les bûches, elle ne demanda pas si alors ça n'allait pas mieux. Elle vint simplement dire, avec un certain respect dans sa voix assourdie, que puisqu'il n'y avait pas de bain à faire chauffer, ni de lanceau à laver, eh bien, n'est-ce pas, t'en voudrais qu'elle s'en irait bientôt parce qu'il fallait balayer la neige sur le devant de la porte de la boucherie et de l'auberge. Peut-être qu'elle ne viendrait plus. Elle ne pouvait pas dire. Ce monsieur dame verrait bien. Ils avaient quelqu'un maintenant. Le médecin traversa la salle à manger comme une chambre mortuaire, atténuant le bruit de ses chaussures, honteux d'être pesant et bien portant. Augustin sentait sur son par-dessus une odeur râpeuse d'air humide, pur et glacé, pendant qu'il bavardait près de Madame Méridier. Curieux temps, faisait-il. Vrai jour d'hiver. Le bonhomme qui lave ma voiture m'a dit ce matin qu'il n'avait pas vu ça depuis 1892. Ça durera 4 ou 5 jours peut-être, le temps de vous maintenir au lit, madame. Il s'inclina devant Christine, avec une sorte de respect, et ignora le berceau. Mais dans l'escalier, le cœur est le même, le pouls est le même. Les jambes gardent leur œdème. Le mieux qu'elle croit sentir est tout subjectif, et la trompe. Que fera la digitale là-dedans ? Il leva les yeux et les bras. Digitaline cristallisée, n'est-ce pas ? 40 gouttes. C'est un produit fixe, défini. 20 gouttes le matin, autant l'après-midi. L'important est qu'elle absorbe ces gouttes en un seul jour. Et ne pas renouveler, sous peine d'effet d'accumulation, vous me comprenez. On verra dans 2 ou 3 jours si le remède a prise sur le cœur. Augustin toussa d'une petite toux quinteuse. Le médecin baissait les yeux sur la pierre noircie par la neige fondante des sabots de Marie. Il les releva, les planta droit sur le tousseur. « Vous n'avez pas de fièvre ?»« Je suis fatigué, évidemment, » fit Augustin d'un ton vague.
Il était sorti sans par-dessus, le soir de la brume, pour aller chercher le chanoine. C'était peut-être cela. Madame Boudet partit, leur déjeuner absorbé, la digitaline prise. Ils se trouvèrent de nouveau seuls tous les deux, au pire moment de ces après-midi mornes. L'enfant continuait de vivre. Christine avait repris sa faction affreuse. Sur cette façade de la maison, où l'on n'entendait rien de la rue, le silence ne s'étalait pas comme au jour ordinaire. Il était ouaté, mat, aussi absolu que le blanc des neiges. Les sons isolés qui entraient là, le sifflet du chemin de fer, l'about des chiens, les fontaines dans les courettes, un bêlement de chèvre qui s'y joignit par un grand hasard, perdu, déraciné de tout, voltigeait en pleine atmosphère, entre le ciel et des lieux de neige sourde. La pendule battait, comme pendant la nuit. C'était l'heure où Augustin prenait de son désespoir la photographie la plus détaillée et la plus clairvoyante, où il se sentait aussi le plus isolé, le plus séparé dans l'affliction des siens. Il était singulier que cette grande solitude se plaçât toujours dans la seconde demi-journée, vers 3 heures du soir. Un vide d'attention étrange faisait ressortir, autant que ces bruits sur ce calme mortel, certains détails du paysage. Les ténus glacis bleus cherchaient en vain le matin, et sur le ciel jaune-noir, des plages d'un blanc tendre et puissant, imprégnées d'ensoleillement diffus. Jamais il n'avait connu plus total abandon. De grandes étendues désolées d'avenir ressemblaient à ces champs déserts, mornes et scintillants. Il reconnut dans le chant complexe de ses souffrances le timbre déchirant qui annonçait comme toujours l'approche de son ancien bonheur. Alors il s'écarta de la fenêtre, reprit sa place auprès de celle que la mort torturait d'une torture plus simple. Peine nouvelle dans la catégorie des peines, l'attente d'une mort qui ne veut pas venir. Elle s'est annoncée, mais on a pris pour elle un de ces avant-courriers terribles. Elle est capricieuse princesse et ne rend pas compte de ses desseins. Le cœur des mères doit tisser, détisser, découdre, recoudre ses sacrifices, pour rien, pour le bon plaisir de la mort. Peut-être leur impose-t-elle d'atteindre un état moral rare et haut, dont il faut s'y prendre à plusieurs fois pour engranger l'entière richesse. Peut-être désire-t-elle que chacun de ces allers et retours porte un coup particulier sur la malade de la chambre voisine, celle qui à coup sûr mourra de cette mort. L'attente dura toute la journée, commença de mordre sur la nuit. À la demande d'Augustin, Madame Boudet dut aller prier la mère Rambaud de les aider à veiller encore cette fois, bien qu'elle fût venue la nuit précédente. Elle s'y rendit sur le champ, sans terminer sa vaisselle et sans dire bonsoir. Personne n'y fit attention. La mère Rambaud fut là un quart d'heure après. Oh, ce n'était pas à cause de la fatigue. Elle était bien habituée. Elle dormait le jour, un couple d'heures. Heureusement, l'Adèle pourrait la remplacer un peu cette nuit-ci. Précisément, elle lui avait demandé. L'Adèle devait être quelque voisine, vivant sans doute avec elle en un constant échange de services, toutes portes ouvertes dans le communisme de la pauvreté. Christine remercia la mère Rambaud en mots d'une douceur et d'une humilité qui étonnèrent Augustin. Elle prit avec une reconnaissance anormale le bol de potage qu'elle absorbait jusqu'alors d'une résignation mécanique. Augustin se rappelait, par contraste, le masque immobile, la stupeur tragique des premiers jours, une sorte de glace ardente où se durcissait au début de son regard, et les accusations muettes obscurément proférées par toutes les attitudes de son corps. Dans la prière, dite comme tous les soirs auprès de la vieille mère, les mots qui parlaient de la mort furent comme des mots de cantique. Il y en avait beaucoup. Augustin s'inquiétait de cette exaltation. La malade retombait à l'état d'avant la saignée, sifflait ses souffles, à angle droit sur son lit. L'arrangement d'Augustin fut que Christine ne veillerait pas seule. Lui ou la mère Rambaud l'assisterait. Elle accepta de se coucher la première. Au moindre changement dans la respiration de l'enfant, on devait l'appeler. Elle s'en fut avec cette même étonnante douceur. Entre les montants de la porte, elle tituba,
se redressa. Augustin entendit crier son sommier. La mère Rambaud se prépara à dormir une couple d'heures, comme elle disait. Au bout de ce temps, elle fut de nouveau devant Augustin. Elle avait mis pour la nuit, au lieu de son bonnet tuyauté, une coiffe blanche sans bord qui lui arrondissait sa bonne et terreuse figure. « Il faut aller vous coucher, vous aussi, pauvre monsieur. » Néanmoins, il s'attarda quelque temps auprès du berceau, où le petit tas de chair qui avait été bébé se préparait à la dispersion dans l'universelle vie. Un carré de papier sombre faisait, comme tous les soirs, écran sur la lampe. L'extrême silence ruisselait comme un bruit. L'état de l'enfant ne changeait pas. Ils se mirent à parler à voix basse au-dessus du petit moribond. La mère Rambaud expliqua qu'elle avait perdu 5 enfants. Il y en eut un qui resta près de 10 jours. L'on croyait qu'il allait passer tous les jours, et il ne passait pas. La vieille femme maintenait sur lui de pacifiques yeux usés, dans sa tête couleur de peau de terre. Les médecins ne savaient pas ce qu'il avait, voyez-vous. C'était le mal de la mort. Contre le mal de la mort, on ne peut rien, n'est-ce pas? Ses 2 mains contre la ceinture de son tablier, devant les poches qu'elle avait là, y faisaient sonner des clés et des sous. Ses mains s'ouvraient dans les plis de leur travail quotidien. Le bon Dieu est bien le maître, pas vrai? Il en sait plus long que nous. Il n'y a qu'à s'incliner et à se soumettre. Le dernier membre de phrase, parti du sermon qu'elle avait entendu, paraissait d'une rusticité un peu moins frustre dans l'humilité du reste. Mais la mère Rambaud n'y sentait aucune différence. La nuit s'écoula, ramena le même matin de neige. L'enfant respirait toujours. La grosse Marie eut le temps de revenir. C'était, dit-elle, la dernière fois. Elle raconta qu'un peu de neige était encore tombée, recouvrant les chemins tracés la veille dans les rues. Il y en avait un bon pied dans les champs. Le médecin aussi reparut, fit les gestes ordinaires, serra les lèvres devant l'enfant, laissa tomber les bras pendant les confidences de l'escalier. La grosse Marie voulait repartir, ne tenait plus en place, attendait pour s'évader. Madame Boudet ne venait pas. « Je vas à la car, fit-elle. Elle dégringola l'escalier, pesante et légère, comme une énorme gloire. Une demi-heure après, on vit s'introduire la silhouette noire, restreinte et raidie de Madame Boudet. Puisque ce n'était pas à elle qu'on avait demandé de rester la nuit précédente, n'est-ce pas? C'est qu'on n'avait plus besoin de ses services. Elle n'avait pas cru devoir s'imposer. Elle leva sur Augustin un visage où la susceptibilité blessée souffrait dans ses yeux gris. Augustin regardait les antiques gants de coton noir, aux reprises infinies, la coiffure de lainage noir ornée d'une satinette noire rougie de vieillesse, tout cet ensemble pauvre et décent. Le mot de la mère Rambaud lui revint. Elle est si drôle. Elle-même les avait prévenus qu'elle ne veillait pas. Il commençait de lui rappeler, quand Christine, survenant, lui prit la main entre les 2 siennes. « Oh, Madame Boudet, fit-elle, avec sa douceur de martyr, ne nous abandonnez pas, nous sommes trop heureux des services que vous pouvez nous rendre, vous voyez qu'ils ne sont pas superflus. » Elle montrait le petit berceau et l'interminable agonie. Madame Boudet changea la position de ses lèvres, soupira et rentra dans sa cuisine. Elle ne voulait pas veiller d'abord parce qu'elle ne nous connaissait pas et se défendait. Puis elle s'est attachée à nous. Que veux-tu, il faut comprendre. Et tout reprit comme avant, dans l'attente. Vers midi, Christine vint dire à Augustin, étonnée de la prévision et du laps de temps: « Je le garderai jusqu'à 3 heures du soir. » Elle conservait dans sa main un chapelet et un petit foulard de soie blanche froissé. Un peu avant 3 heures, elle appela à voix subite: « Augustin !» Bébé respirait d'une manière singulière. Il produisait quelques hoquets inégaux, courts, subits,
et d'une violence croissante, séparé du groupe suivant d'inspiration par une interminable pause inerte. « Je crois, dit Christine, que mon enfant bien-aimé s'en va vers Dieu. » Elle était livide, le bord des yeux presque rose vif. On sentait passer des solennelles minutes irremplaçables, les dernières de cette petite vie. Quelque chose raidissait Augustin, comme un corset de fer. Deux respirations nouvelles ne durent pas mener l'air bien bas dans la mince poitrine. Un autre hoquet, puis l'immobilité. Un hoquet encore, puis une immobilité qui n'en finit plus. L'attente se prolonge quelque temps. Il devient invraisemblable qu'un autre hoquet vienne. Plus rien n'agitera jamais le petit thorax. À genoux devant le berceau, Christine renversa la tête à un angle qu'Augustin n'eût cru pas possible et fit en même temps entendre une série de gloussements saccadés, comme d'un rire retenu. Il alla très doucement fermer la porte de sa mère. Lorsqu'il revint, sa sœur se trouvait dans une position singulière. Un de ses bras entourait sauvagement le berceau, l'autre tombait le long d'elle. Affaissée, à même le parquet, son attitude tenait de l'agenouillement et de l'écrasement, comme ces corps de guerriers morts traînés par des vainqueurs antiques. On voyait une tache blanche sur le plancher, la paume de sa main renversée. Augustin mit un genou sur une chaise, qui craqua d'un bruit sec et disproportionné. Il sentait le besoin d'un recueillement terrible qui n'était possible que les yeux clos. Une plaisanterie de la mort. Les hommes s'étaient bien effrayés, mais elle, la voici simplement venue, puis repartie. C'était bien simple. Rien même n'avait pu ni venir ni repartir. La petite conscience était morte, bien avant les derniers hoquets. Qu'est-ce que la mort ? Quand vient-elle ? Il n'existe pas une personnification qu'on appelle la mort. Mais il savait bien que sa pensée ne pénétrait point très profond dans les immensités funèbres. Passait à peine les premiers pas et tâtonnait autour du seuil. Il se rappela les improvisations de Christine. « Dans cette maison, mesdames, messieurs, nous avons un petit garçon. Dans cette maison. » Il éclata en sanglots reniflés. La chambre était étonnamment calme. L'homme quittera son père et sa mère. « Occupe-toi de maman, dit Christine. Il ne faut pas qu'elle se doute. Madame Boudet m'aidera pour la toilette. » Ses yeux, d'une humidité lumineuse et hagarde, son visage livide, endormi en une sorte de détente sereine, lui donnaient un air de langueur et presque de bonheur vague, absurdément déplacé, invraisemblable et un peu fou. Les soins pour la vieille mère étaient de plusieurs sortes. Des uns, Augustin s'acquittait seul, mais d'autres, plus intimes, véritables soins d'infirmière, incombaient à Christine. Elle fut longue à venir. Augustin entendait des bruits d'armoire, de toilette et d'eau. Il tremblait d'avoir des explications à donner. L'assoupissement de sa mère, une attention qui allait s'émoussant, l'empêcherait sans doute de trop creuser les vraisemblances. En effet, Christine put s'occuper d'elle sans qu'aucune question fût posée. Elle resta fort peu de temps, la tête légèrement baissée, maintenue à contre-jour pour que sa mère ne vît pas ses yeux. Elle n'était qu'effacement, douceur, restriction de gestes. Augustin la suivit lorsqu'elle quitta la chambre et revint vers l'enfant mort. Ramené auprès du lit de Christine et dans son ancienne chambre, il ne reposait plus sur le côté droit, comme l'avait trouvé le dernier souffle, mais à plat sur le berceau. Ce blanc de cire sur le blanc de linge, différent de lui, cette immobilité parmi 30 centimètres de lainage et de couches de lin, c'était tout ce dont avait besoin la mort pour sculpter son étonnante imitation d'éternité. Christine l'avait somptueusement vêtue d'une de ces longues capes de bébé, en soie et dentelle, traditionnelles aux anciens baptêmes. Augustin l'avait vue à sa plus jeune sœur, celle pour laquelle on allait autrefois passer les vacances au grand domaine. En réalité, la cape était bien plus ancienne, ayant orné d'autres baptêmes, le sien, celui de ses frères et sœurs,
celui d'autres enfants avant lui. Des suites familiales reculées, de charmantes innocentes baptismales, flottaient autour du bébé mort. La cape recouvrait de très petits pieds, plus petits qu'un doigt d'homme, des bas d'enfant en laine blanche, des chaussons à pompons. Il n'était pas difficile de les deviner sous le léger gonflement des dentelles. L'émaciation du corps donnait l'illusion d'un enfant encore plus jeune. Des bras, d'une exiguïté poignante, se réunissaient sur un ruban de soie blanche d'où pendait la croix, longtemps vue au rideau du berceau. Un puissant christianisme sauvegardait non seulement toute réalité spirituelle, mais par surcroît, tous ces gracieux détails de mort enfantine. Il les soulevait sur une immobile et surnaturelle houle, les maintenait provisoirement hors d'atteinte, hors de portée de la mort. Le monstre avait mordu trop bas, en pleine matière. Tous les attraits terrestres des bébés, qui imprègnent leur corps et leurs petits gestes, ne semblaient pas morts mais seulement inutiles désormais à celui-ci. Isolé de lui et sans emploi, n'ayant pas encore eu le temps de s'en séparer tout à fait, et pareil à des roses blanches coupées d'un rosier, puis momentanément reposées sur l'arbuste. Augustin eut l'idée de quelque accessoire floral, charmant et mélancolique, qui eût dû se trouver autour de l'enfant. « Comme il est beau !» dit Christine, dont l'invraisemblable sourire, fixé sur son petit enfant, suivait en réalité quelques tristes et doux rêves de limbe. « Comme il est beau !» C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.